Bonjour à tous. On se donne encore une petite minute avant de commencer la séquence. Il y a encore des gens qui sont en train de se connecter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pendant que les derniers, derniers participants se connectent, juste je me permets de vous rappeler quelques petits éléments de fonctionnement. Pour l'instant, vos micros sont coupés. Vous avez évidemment la possibilité d'utiliser la fonctionnalité conversation pour poser vos questions tout au long de ce Zoom qui sera consacré aux ajustements, aux écrêtements, au plafond européen et d'une façon globale au mécanisme de régulation financière des entreprises adaptées. Nous aurons également des séquences spécifiques de questions-réponses entre les différentes parties. Je rappelle que ce Zoom est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous remercie de couper votre caméra, ce qui veut dire que le Zoom sera également disponible en replay. Et Sébastien, si tu en es d'accord, je vais te passer la parole pour attaquer. Je te laisse faire entrer les derniers participants parce que j'aurai plus la main quand je vais poster. Je m'en occupe. Okay. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette séquence et ce Zoom UNEA que beaucoup avaient exprimé de leur vœu, de pouvoir refaire un point, avoir des échanges, des explications sur les dispositifs d'ajustement et écrêtement dans l'outil EA2. Juste vous dire qu'on va vous faire une présentation générale. On est en capacité de répondre à quelques questions. Après, sur l'utilisation et l'outil proprement dit, nous n'avons pas accès à une base test, nous n'avons pas accès aux éléments. Donc, on est toujours un peu dans cette difficulté de pouvoir faire des simulations complètes, mais on a récupéré, par le truchement de certains dirigeants, on a récupéré des éléments propres à leur entreprise et ça nous a permis de pouvoir construire ce programme et de pouvoir vous amener les premières réponses. Si toutefois on ne répondait pas à toutes les questions, à toutes
à toutes les interrogations. Derrière, on prendra note de tous vos questionnements, de toutes les interrogations qu'il reste, et on pourra revenir vers la DGEFP et vers la SP, puisqu'on a des points réguliers sur les questions qui nous remontent par les entreprises adaptées. Donc, on va démarrer la séquence sur les dispositifs d'ajustement écrêtement, qui sont des dispositifs de régulation en fait, de l'enveloppe financière des entreprises adaptées. Et il faut bien comprendre que ces trois mécanismes sont simultanés. Ils se font tous à une périodicité que l'on verra sur la slide d'après, mais ils se font en même temps. On ne fait pas un exercice d'ajustement différencié des exercices d'écrêtement. Donc, juste pour bien comprendre et bien avoir la terminologie qui est utilisée, aujourd'hui, l'ajustement automatique, il faut considérer pour ceux qui utilisaient le précédent système EA1, c'est la fonctionnalité d'échéancier qui était existante dans EA1 et qui permet en fait d'optimiser l'enveloppe qui est accordée aux entreprises adaptées. Donc l'enveloppe financière au sein de l'avenant financier qui est signé par l'entreprise adaptée, ça permet d'avoir un ajustement et de corriger éventuellement plus rapidement qu'une seule fois dans l'année, comme c'était le cas dans EA1, les surconsommations qui auraient été constatées. L'écrêtement plafond, lui, a été mis en œuvre sur le plafond de financement des entreprises adaptées qui répond à un nouvel article du Code du travail. Et l'écrêtement Europe, lui, veille à vérifier que la réglementation européenne sur l'intensité des aides à l'emploi dans les entreprises est bien respectée. Donc, on a ces trois mécanismes qui vont être appliqués sur un exercice qui est déterminé en année pleine, donc sur 12 mois, en 4 fois. Tout se fait par quadrimestre. Le premier exercice, en fait, qui a lieu le premier mois de l'année, janvier, concerne le calcul et les régularisations qui concernent l'exercice précédent. Donc, en janvier 2023, le premier exercice d'ajustement écrêtement concernera l'intégralité des déclarations mensuelles de l'exercice 2022. Au-delà de cet exercice, les autres se font tous les 4 mois et à chaque fois, on repart au 1er janvier. Donc, on reprend l'intégralité des mois. On ne calcule pas l'exercice ajustement écrêtement de janvier à avril et après de mai à août. À chaque fois, on repart sur une période complète en annualité calendaire. C'est-à-dire que le premier exercice d'écrêtement aura lieu au mois de mai et concernera les déclarations mensuelles de janvier à avril. Celui du mois de septembre concernera les déclarations mensuelles de janvier à août. Sur le mois de décembre, les déclarations mensuelles de janvier à novembre et le mois suivant, donc en janvier 2024, on se positionne, on recalculera l'intégralité de l'exercice pour l'année civile 2023. Voilà le calendrier annuel de mise en œuvre. Donc, pour l'exercice 2022, en fait, 2 exercices ont déjà été réalisés au mois de mai et au mois de septembre. Et donc là, l'exercice d'ajustement écrêtement, le prochain aura lieu au mois de décembre et concernera les 11 premiers mois, donc après la déclaration du mois de novembre. Le premier élément, l'ajustement automatique, c'est ce qui permet à l'entreprise adaptée de bénéficier de la somme maximale possible sur la période concernée. Globalement, c'est quelque chose qui vient au crédit de l'entreprise adaptée. Donc, juste pour bien comprendre comment le système marche et la mise en œuvre de l'avenant financier, la règle de financement des entreprises adaptées est basée aujourd'hui sur 1/12 de l'avenant financier. Donc, si vous avez un avenant financier, comme dans l'exemple qui est de 360 000 €, mensuellement, l'enveloppe financière qui est accordée à l'entreprise adaptée est de 30 000 €. Et ce qu'il faut bien comprendre dans le dispositif, c'est que le système ne nous permet pas
de consommer par avance, mais c'était déjà le cas dans le 1, ne nous permet pas de consommer par avance une partie de l'enveloppe financière. On sera toujours plafonné. Si on prend, par exemple, sur le premier quadrimestre, on sera plafonné à 120 000 euros, qui correspond à un tiers de l'enveloppe financière, de l'enveloppe financière annuelle. Donc, c'est bien ça qui est important à comprendre, et de suivre après les éléments que vous déclarez tous les mois dans le A2, et ce qu'il vous sera effectivement payé. Le payé ne pourra jamais dépasser la quote-part de 12e concernant le mois donné de votre avenant financier. Par contre, si vous êtes en sous-consommation d'enveloppe, imaginons qu'on soit au mois d'août, vous aviez non, au mois d'août, je suis sur un exemple qui n'est pas bon puisqu'on est au-dessus, mais là, par exemple, sur le premier mois de l'année, il y a une déclaration qui est inférieure aux 30 000 euros autorisés. La somme n'est pas perdue et vient alimenter ce qu'ils ont appelé la cagnotte dans l'outil, et la cagnotte sera immédiatement mobilisable sur le mois suivant. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. On ne peut pas consommer par avance, mais par contre, l'argent qui n'est pas consommé dès le départ viendra alimenter la cagnotte et sera mobilisable dès le premier mois qui suit l'alimentation de la cagnotte. Donc derrière, si on prend des exemples, j'ai essayé de prendre des exemples qui étaient les plus visuels possibles, sur l'ajustement automatique. Si on prend l'illustration de ce cas-là, on a une entreprise adaptée qui, sur le premier quadrimestre, on est sur un premier quadrimestre, qui a un montant d'avenant financier qui correspond finalement, qui est constant, puisqu'on est sur la représentation d'un 12e de l'avenant financier général, et qui est la couleur verte du graphe. Les montants qui sont déclarés, donc tout ce qui apparaît sur les déclarations mensuelles, et on s'aperçoit que sur le mois de janvier, dans notre exemple, la structure est en dépassement par rapport à l'avenant financier qui lui est accordé. Et sur le mois d'avril, par contre, elle est en non-dépassement, elle a une sous-consommation par rapport à l'enveloppe qui lui est accordée. Et le bleu, c'est la somme qui lui est payée. Donc, quand le déclaré est égal à l'avenant financier, l'intégralité est payée. Mais on voit que sur le premier mois de l'année, quand la structure est en dépassement de son enveloppe financière, elle est écrêtée, on parle d'écrêtement, elle est plafonnée au montant de son avenant financier. Si vous avez des questions à ce stade, je vous invite vraiment à utiliser la fonctionnalité conversation. On sait que, compte tenu du sujet, les questions sont très nombreuses et on est sur un temps un petit peu court, donc on ne va pas, en tout cas pas dans cette première phase de présentation, pouvoir prendre les questions à l'oral. Donc je le dis notamment pour MSEA, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité conversation, on essaiera de répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Donc, on voit l'exercice d'ajustement écrêtement, en fait, permet de faire tous les 4 mois le bilan et un point de la consommation. Donc, globalement, on vient sommer sur les 4 mois de l'année le montant de l'avenant financier, de ce que ça représente. Et on s'aperçoit qu'au final, la totalité du déclaré, donc la colonne violette, est inférieure aujourd'hui à l'avenant financier, et que le total payé est lui aussi inférieur à ce qui a été déclaré. Donc, globalement, la structure n'a pas été payée de l'intégralité des aides au poste qu'elle avait déclarées sur les déclarations mensuelles. Donc, on se retrouve dans une situation où cet exercice-là va générer un crédit, un ajustement de financement qui va venir compenser la différence entre ce qui avait déjà été payé et ce que l'entreprise adaptée a déclaré sur ses déclarations mensuelles. Donc, on va bien être au crédit de l'entreprise adaptée sur cette zone-là. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on a une alimentation de cagnotte, ce qu'on appelle la cagnotte ici,
une alimentation de cagnotte qui se fait dès le mois d'avril et qui vient du fait de la déclaration plus faible que ce que l'avenant financier autorisé, qui va être alimentée, qui va être utilisée tout de suite. À cet effet, elle va être utilisée pour l'exercice d'ajustement écrêtement. Donc, on voit que après le mois d'avril, la cagnotte diminue du montant global de la zone assurée en haut, elle diminue de ce montant-là. Donc, sur le mois de mai, le déclaré étant au niveau de l'avenant financier, l'intégralité de la déclaration sera payée. Par contre, sur le mois de juin, on a une cagnotte qui est positive et on a une déclaration mensuelle qui va au-delà de l'avenant financier. La cagnotte permet de couvrir ce dépassement mensuel et l'entreprise adaptée sera donc payée de l'intégralité de la somme qui lui est qu'elle a déclarée sur les bordereaux. Elle dépassera l'avenant financier, le 12e de l'avenant financier, et elle pourra avoir la mobilisation de la cagnotte immédiatement. La cagnotte n'est pas mobilisable que pour les exercices d'ajustement écrêtement, elle est mobilisable dès le mois qui suit sa mise au crédit de la cagnotte. Donc là, on est dans un exemple où on a un crédit pour l'entreprise adaptée. J'ai un deuxième exemple. Donc on repart exactement sur le même procédé. Un mois de janvier où l'entreprise adaptée déclare beaucoup plus que ce qu'elle a, donc elle n'est pas payée sur l'intégralité de ce qu'elle avait déclaré. Un mois de février où la déclaration est plus faible que l'avenant financier, donc elle est payée au niveau de sa déclaration puisqu'on n'a pas de cagnotte qui a été alimentée sur le mois de janvier. Par contre, le mois de février permet d'alimenter une cagnotte du montant différentiel entre le déclaré et l'enveloppe accordée. Sur le mois de mars, elle se retrouve à nouveau sur une situation où elle a une déclaration sur les déclarations mensuelles supérieures à son avenant financier, mais elle va être payée sur l'intégralité puisque la cagnotte du mois de février lui est suffisante pour couvrir son besoin. Au mois d'avril, elle est à nouveau en sous-consommation, donc elle va alimenter sa cagnotte. Et donc sur cette période-là, l'ajustement va être recalculé sur les 4 mois. Et on va pouvoir, comme sur le mois d'avril, elle a régénéré une cagnotte positive, elle va pouvoir compenser une partie des sommes du mois de janvier qui n'avaient pas été payées. Donc on regarde toujours, en somme et en cumulé, le montant que la structure a touché sur la période au regard de son avenant financier et au regard de ce qu'elle a déclaré. Donc là, elle va pouvoir être couverte sur une partie supplémentaire de ce qu'elle avait déclaré. Donc elle va avoir un crédit, mais qui ne viendra pas couvrir l'intégralité de ce qu'elle a déclaré, puisqu'elle a déclaré plus que le montant de son avenant financier. Je me permets de faire une petite intervention technique pour les quelques personnes qui ont des difficultés d'affichage. A priori, ça semble venir de vos connexions Internet. Le premier conseil, c'est de désactiver votre caméra, sinon d'essayer de sortir et de re-rentrer. Et j'en profite également pour remercier les chargés de mission, puisque les questions sont déjà nombreuses, comme Fabienne a commencé à le faire, aussi d'apporter déjà les premières réponses. Il y avait une toute première question qui concernait les contrôles qui pouvaient être réalisés ou qui devaient être réalisés. Dans la mesure où les régulations sont automatisées, y a-t-il nécessité d'opérer des contrôles? Sébastien? Des contrôles de quoi? Pour vérifier que tout est conforme entre le déclaré et le régularisé. Derrière, sur cet enjeu d'ajustement automatique, uniquement sur l'ajustement automatique, il faut regarder les sommes qui sont accordées en 12e d'avenant financier. Si on se regarde au mois de mars, c'est 3 fois un 12e d'avenant financier. Il faut le regarder en masse financière, les sommes qui ont été déclarées sur les bordereaux et le comparer par rapport à ce qui a été payé. Et au moment de l'exercice d'ajustement, en fait, on refait la moyenne
et on somme sur les 4 premiers mois de l'année, et on vient simplement permettre de corriger une situation de surconsommation anticipée d'enveloppe et de venir couvrir ce besoin. Donc oui, il est conseillé de manière générale de pouvoir suivre les montants que vous déclarez mensuellement au regard de vos avenants financiers et au regard de ce qui vous est réellement payé par l'ASP. Après, les calculs et le système le fait automatiquement. Auparavant, quand il y avait une modification d'avenant financier ou quoi que ce soit, vous deviez faire des déclarations mensuelles correctives. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le système, dès que l'avenant financier est modifié, le système génère automatiquement les régularisations. C'est plus à vous de le faire. Il n'y a plus d'action de la part de l'entreprise adaptée qui est nécessaire. Voilà, il y avait des questions sur ce que devenait la cagnotte en fin d'année, mais les réponses ont été faites par écrit. Je viens juste sur le troisième cas et sur la troisième illustration, où au final, on a la somme des déclarations de l'entreprise adaptée qui est supérieure à l'avenant financier sur les 4 mois. Donc, sur cet exemple-là, il n'y a pas de crédit, l'ajustement ne peut pas avoir lieu puisque l'entreprise adaptée a déjà été payée de l'intégralité de l'enveloppe qui lui avait été accordée. Sur le deuxième quadrimestre, si l'entreprise adaptée se trouve dans une situation où elle aurait des montants déclarés qui seraient moindres que son avenant financier, ce qu'elle n'a pas perçu sur le premier quadrimestre pourrait être reversé sur le second quadrimestre. Donc, on refait à chaque fois, et c'est pour ça que c'est important de repartir du point de départ et du mois de janvier. On repart à chaque fois du mois de janvier pour pouvoir regarder la situation et être le plus réactif possible sur cet exercice-là pour les entreprises adaptées et revenir au crédit de l'ajustement de l'enveloppe. Donc sur l'ajustement automatique, on a vu, et par rapport à la question de la cagnotte de fin d'année, la cagnotte de fin d'année reste à disposition de l'entreprise adaptée pour l'exercice à laquelle elle est affectée. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, en cours d'année suivante, des régularisations de RQTH, des RQTH qui vous reviennent et qui n'étaient pas, pour lesquels vous aviez eu une suspension de paiement parce que les délais dépasser les 4 mois, vous allez pouvoir être à nouveau payé sur cet exercice-là grâce à la cagnotte qui reste disponible. Par contre, la cagnotte ne rebascule pas sur l'exercice suivant. C'est des cagnottes qui sont affectées à des exercices civils et calendaires. Donc, il n'y a pas de report de cagnotte sur l'exercice suivant. Sur l'écrêtement plafond. L'écrêtement plafond provient en fait va découler du taux de financement qui a été inclus par l'article 52.13.63.1 du Code du travail. Donc le taux de financement, il se calcule comment? Au numérateur, on prend l'intégralité des travailleurs en situation de handicap sur la base de l'équivalent temps plein travaillé, donc sur du temps de travail effectif, et pour lesquels l'entreprise adaptée aura perçu une aide. L'aide au poste classique, l'aide minorée ou l'aide pour la mise à la disposition. Donc au numérateur, on prend cet élément-là. Donc on est sur les heures travaillées et financées. Et au dénominateur, on prend l'ensemble des salariés de l'entreprise adaptée en contrat de travail, en temps de travail contractuel. Donc sur l'ensemble des effectifs. Et c'est pour ça qu'il est important, et ce que EA2 a imposé, c'est la saisie de l'intégralité des salariés de l'entreprise adaptée dans l'outil. Donc c'est notamment pour la vérification de ce taux de financement. Et donc au dénominateur, on est sur les contrats de travail. Les CDD tremplin ne sont pas pris en compte et sont exclus du calcul du taux de financement, donc pas pris en compte ni au numérateur ni au dénominateur. Et c'est à l'avantage de l'entreprise adaptée, puisque comme les CDD tremplin sont forcément des personnes en situation de handicap, ça viendrait
augmenter le taux de personnes en situation de handicap dans les effectifs globaux de l'entreprise. Donc, sur la question qui se posait régulièrement de savoir pourquoi on exclut les CDD de temps plein, déjà, c'est parce que c'est une expérimentation pour le moment, et derrière, ça ne serait pas à l'avantage de l'entreprise adaptée. Donc, ce qu'il faut retenir sur les éléments, c'est que seul le temps de travail sur lequel le salarié a perçu une aide au poste est pris en compte. C'est-à-dire que au numérateur, quand les salariés sont en absence, qu'il n'y a pas derrière de maintien de salaire, qu'il n'y a pas d'aide minorée, le salarié n'est pas comptabilisé au numérateur, mais par contre, il sera comptabilisé au dénominateur, puisqu'on maximise la donnée en prenant la base de temps du contrat de travail. Donc, les calculs, le plafond se calcule en équivalent temps plein travaillé et financé. Il n'y a aucun lien avec la masse salariale sur ce taux de financement. On vient simplement regarder le nombre de personnes qui bénéficient d'un paiement et d'un soutien financier de la part de l'État au regard de l'intégralité des effectifs de l'entreprise. Et donc, ce taux de financement doit être inférieur ou égal, alors c'est égal, mais c'est inférieur ou égal au plafond de financement qui est accordé. Donc, sur le plafond de financement, juste se rappeler qu'on a un plafond pour les entreprises adaptées qui ont été créées après 2019, qui est déjà applicable et qui est fixe, qui est à 75%, et pour les entreprises adaptées qui étaient créées avant le 1er janvier 2019, qui est dégressif et qui va atteindre 75% l'année prochaine. Et cette année, pour l'exercice 2022, on est sur un taux applicable de 80%. Donc pour 2022, on vient comparer le taux auquel on vient comparer le taux de financement de l'entreprise, c'est un taux de 80% pour les structures créées avant 2019 et de 75% pour les structures créées après 2019. Il y avait une question sur les arrêts de travail longue durée, savoir si on les met bien au dénominateur. Est-ce que c'est lié au temps de contrat d'ailleurs, et les suspensions de contrat, où est-ce qu'on les intègre? Toutes les personnes qui sont inscrites aux effectifs de l'entreprise sont comptabilisées dans le dénominateur. Toutes les personnes ayant un contrat de travail actif dans l'entreprise sont considérées et sont comptabilisées dans le dénominateur. La suspension du contrat de travail, le guide EA2 précise que la personne n'est pas comptabilisée. En suspension, elle ne fait plus partie temporairement de l'effectif. Elle peut y revenir au moment où la suspension cessera, mais pendant la suspension, elle n'est plus considérée aux effectifs de l'entreprise. Donc cet écrêtement plafond, il se calcule comment? Mensuellement, on calcule ce taux de financement en comparant le nombre d'équivalents temps plein dans l'entreprise adaptée au nombre d'équivalents temps plein éligibles ayant perçu une aide. À chaque fois, c'est cette question-là, il faut que la personne soit éligible et ayant perçu une aide. Ce qui veut dire que pour une structure qui se trouverait en surconsommation d'enveloppe, toutes les personnes qui sont au-delà et pour lesquelles l'entreprise adaptée ne perçoit pas l'aide au poste parce qu'elles n'ont pas été payées, l'avenant financier ayant été totalement consommé, ces personnes-là ne sont pas comptabilisées au numérateur du calcul. Donc mensuellement, on calcule ce taux et on en fait une moyenne par quadrimestre. Et après, on en fera une moyenne au mois d'août. Et on regarde l'écart entre le taux de travailleurs en situation de handicap de l'entreprise adaptée éligible aux aides et la limite réglementaire. Si ici, on a une limite, qui est fixée sur le trait pointillé, finalement, la structure a un taux de personnes en situation de handicap qui est au-delà de la limite effectuée. Donc, le système va lui ponctionner une partie des montants qu'elle aura pu
qu'elle aurait pu percevoir en le limitant au taux maximum autorisé. Donc, on est sur des moyennes. À chaque fois, on refait la moyenne au numérateur les personnes en situation de handicap qui ont bénéficié d'une aide et au dénominateur sur les ETP contractuels de l'entreprise adaptée. Les congés parentaux et les maladies reposaient ramener des questions auxquelles Marion a répondu, mais je voulais la reformuler pour que tu puisses aussi y répondre. Un salarié en arrêt maladie pendant plusieurs mois sans maintien de salaire n'est pas comptabilisé au numérateur, mais quand même pris en compte au dénominateur. Et la deuxième question, pour les congés parentaux, par exemple, on peut saisir une fin de contrat de travail et les sortir des effectifs jusqu'à leur retour, ou pas? Sur les congés parentaux, j'aurais trop peur de vous dire une bêtise dessus. Pour moi, il y a une... je ne sais pas, j'ai jamais eu la question, donc je vais pas vous y répondre là tout de suite et vous dire une bêtise. Sur l'absence et sur la gestion de l'absence longue maladie, oui, s'il ne perçoit pas l'aide au poste, il n'est pas comptabilisé au numérateur. Par contre, il est toujours inscrit aux effectifs, donc il est comptabilisé au dénominateur. Donc, sur cet écrêtement plafond, on vient vérifier cette limite. Et sur l'écrêtement Europe, il y a une vérification du respect du règlement européen sur l'intensité de l'aide. Donc là, c'est quelque chose qui s'impose à toutes les structures. Chaque quadrimestre, on calcule un écrêtement théorique. Alors, l'écrêtement européen est le plafond qui est autorisé par l'Europe. Hein, c'est un taux de 75% de subvention par rapport au coût admissible. Alors, on a 2 fois 75%, mais c'est totalement indépendant. Je dirais, c'est la même valeur sur le plafond de financement au final et sur l'écrêtement Europe, mais c'est entre guillemets quelque chose d'aléatoire, d'être tombé sur la même valeur. En tout cas, l'écrêtement Europe, l'Europe impose à toutes les structures qui versent des compensations financières en compensation salariale à des personnes en situation de handicap, de plafonner cette aide à 75% des coûts admissibles. Donc, chaque quadrimestre, il y a un calcul d'écrêtement théorique qui est réalisé sur chaque salarié. Donc là, on le fait salarié par salarié. On n'est pas sur la globalité, sur la masse salariale totale de l'entreprise. C'est vraiment salarié par salarié que l'on vient regarder si on respecte cette règle de 75% de financement public dans le salaire versé à la personne. Donc, l'extranet calcule et fait un classement automatique des salariés. On le verra tout à l'heure dans les slides. Donc, il calcule et il classe les salariés éligibles du moins écrêté au plus écrêté. Pourquoi il fait ça? C'est pour ne retenir au final que les salariés qui auraient été écrêtés par le plafond. Donc, on a les 3 exercices. Le plafond qui s'appliquerait, et si on a des salariés qui sont concernés, les salariés ne peuvent pas être 2 fois écrêtés. Donc, s'ils ont été écrêtés dans la première partie, ils ne sont pas écrêtés une deuxième fois. Et donc, ce classement se fait à l'avantage de l'entreprise adaptée, puisqu'il classe par ordre d'écrêtement maximal décroissant. Donc, ils vont exclure en premier ceux qui auraient un écrêtement européen le plus défavorable à l'entreprise adaptée pour, au final, ne retenir que les salariés qui seront les moins écrêtés au niveau européen. Donc, bien retenir que dans l'ordre des calculs, on applique d'abord l'écrêtement plafond avant l'écrêtement européen. L'écrêtement plafond va déterminer un nombre de personnes potentielles qui ne vont pas percevoir l'aide au poste parce qu'ils sont au-delà du taux de financement de l'entreprise adaptée. Et au-delà de ce taux de financement, sur les personnes qui auraient été exclues, on ne s'appliquera que l'écrêtement Europe. Et donc, on verra tout à l'heure dans les exemples et dans les slides qui sont présentés derrière comment cette information est donnée et où vous pouvez retrouver cette information dans EA2. Donc, l'écrêtement Europe
ne s'applique qu'aux aides hors expérimentation. L'aide CDD tremplin en montant ne permet pas, le calcul n'est pas fait parce que le montant de l'aide CDD tremplin ne permet pas d'atteindre les 75% de financement dans la rémunération. Et lors de l'exercice d'écrêtement, l'extranet calcule automatiquement l'écrêtement le plus favorable à l'entreprise adaptée. C'est ce que l'on verra dans le slide suivant. Donc, au final, ce qu'il faut retenir sur cette modalité-là, c'est qu'on est obligé de le faire salarié par salarié. Donc, mensuellement, il calcule derrière le montant, le salaire brut chargé de la personne, le montant de l'aide que cette personne-là a perçu sur la période, et on le compare par rapport aux 75% de coûts admissibles. Aux 75% de coûts admissibles. Donc, si les 75% de coûts admissibles sont inférieurs si le montant de l'aide est inférieur aux 75% de coûts admissibles, il n'y a pas de décrètement. Si la personne a 75% de coûts admissibles qui est supérieur au montant de l'aide, ça va lui être déduit du montant de l'aide au poste qu'il aurait perçu. Donc, le système, quand je vous disais ces 3 systèmes simultanés, comment ça se projette? Si sur le quadrimestre, les situations aboutissent au versement d'un montant d'aide complémentaire, si l'ajustement dégagé, moins les écrêtements plafonds, moins les écrêtements Europe, reste positif, ben c'est un crédit qui va être reversé aux entreprises adaptées. Par contre, si on a un montant d'ajustement d'écrêtement plafond et d'écrêtement Europe qui devient négatif, là, on a une retenue sur le paiement des aides au poste qui va être effectuée sur le versement du mois suivant, ou si la somme est vraiment très très importante, peut être lissée sur plusieurs mois à la demande de l'EA. Ça, c'est envisageable également. Est-ce que tu rappelleras tout à l'heure le contenu des coûts admissibles? Sur le contenu des coûts admissibles, je m'étais ressorti le slide. Oups. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que tous les éléments de prime déjà s'intègrent dans les coûts salariaux admissibles. Ça, c'est une position de l'Europe derrière qui nous dit que toute prime, qu'elle soit exceptionnelle ou non, liée ou non à des heures supplémentaires, et tout avantage en nature, qui peut être évalué financièrement et qui est à la charge de l'entreprise adaptée, est considéré et est intégré à l'intérieur des coûts salariaux admissibles. Donc, globalement, on va partir du salaire brut du salarié, y rajouter toutes les primes, qu'elles soient conventionnelles, les primes paniers, les primes transport, les primes conventionnelles ou sous accord d'entreprise. Hein, si c'est des décisions unilatérales de l'employeur, les primes peuvent également être intégrées dedans, plus les charges salariales, les charges patronales afférentes au paiement du salaire de la personne. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, sont embarquables dans le champ qui s'appelle coût salarial admissible, coût salarial, je crois. Sur Alors, je profite d'une question de plusieurs questions d'ailleurs. Les chèques cadeaux, on pourrait dire aussi les tickets restaurants, la prise en charge de la mutuelle au-delà de 50%, la participation non obligatoire de l'intéressement, les remboursements de frais kilométriques. Est-ce que tous ces éléments peuvent être considérés dans les coûts admissibles? Les tickets restaurants, oui. Les chèques qui apparaissent
sur les éléments de salaire. Il faut que ça apparaisse sur la fiche de paye à un moment donné. Si ça apparaît sur la fiche de paye, vous pouvez les embarquer. Alors, les tickets restaurants, c'est pareil intégré dans le brut salarial, mais c'est un élément que vous pouvez rajouter dans les sommes. Ça, c'est ce qui avait été acté par la position de la DGEFP et qui d'ailleurs reprise dans le guide EA2, que ce soit le guide en ligne ou le dernier guide. Alors, je sais bien que c'est des pavés de 170 pages, c'est jamais très, très facile d'aller retrouver l'information, mais en tout cas, ces éléments-là sont bien repris. Donc, tu me disais ça, Benoît, tu parlais de quoi encore? Excuse-moi. Les chèques cadeaux, les remboursements de frais kilométriques, la participation non obligatoire et l'intéressement. Il y avait, qu'est-ce que j'ai vu? Je crois qu'il y avait aussi la mutuelle, au-delà de 50%. La mutuelle, oui, c'est un coût qui était déjà embarquable, hein, quand on reprend les éléments qui étaient déjà embarquables dedans. Tout ce qui était mutuelle santé était déjà repris, hein, complémentaire santé qui était bien repris comme les différents coûts, les coûts embarquables. Donc ça, il n'y a aucun souci. Sur l'intéressement, il y a quelque chose qui est écrit dans le guide. Où il considère que ce n'est pas un élément de rémunération. Donc, moi, j'ai posé la question parce que ça me surprenait énormément. Je n'ai pas encore la réponse définitive sur la question de l'intéressement, mais je suis surpris. En plus, ça apparaît sur la fiche de paye. Donc, je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas être pris. Mais aujourd'hui, la position qui est écrite dans EA2 n'est pas claire sur ce sujet-là. Et les primes de mission? Si c'est des primes conventionnelles ou des décisions unilatérales de l'employeur ou de la négociation interne à l'entreprise, ce sont des primes qui apparaissent sur le bulletin de paie. Les primes sont embarquables à l'intérieur. On est en train de revenir sur les écrêtements, mais je vais laisser Marion ou une autre chargée de mission apporter la réponse pour qu'on puisse avancer. Donc là, on a vu les principes généraux. Et ce que je voulais faire, c'est montrer où les informations sont accessibles dans EA2, où vous pouvez récupérer et trouver ces informations dans EA2. Donc, j'ai repris des éléments et globalement, toutes les informations financières, vous les retrouvez dans l'onglet général qui s'appelle Dispositif entreprise adaptée, où vous pourrez trouver vos CPOM, les salariés, les contrats, les déclarations mensuelles. Vous allez le retrouver dans la partie qui s'appelle Suivi financier. Alors, ce suivi financier n'est pas accessible à toutes les personnes qui ont un accès à EA2. Ce n'est accessible qu'aux personnes qui ont les droits de gestionnaire d'entreprise adaptée. Tout le monde n'a pas forcément accès à cette fonctionnalité. Mais pour les personnes qui ont un profil de gestionnaire d'entreprise adaptée, vous pouvez retrouver la liste de tous les paiements en cours et effectués. Vous pouvez télécharger tous vos avis de paiement. Vous pouvez consulter le montant de votre cagnotte et où vous en êtes au niveau de la cagnotte. Et vous pouvez retrouver les informations, justement, des exercices d'ajustement et écrêtement et de retrouver les données, comment ont été calculées et comment apparaissent les données de calcul de cet exercice d'ajustement et écrêtement. Donc, c'est la partie suivi financier du dispositif entreprise adaptée quand vous êtes connecté à l'outil. La cagnotte, vous la retrouvez. Quand vous êtes connecté dessus, vous avez état de la cagnotte qui apparaît. Donc, l'état de la cagnotte, vous voyez ici que pour cette entreprise adaptée, vous voyez par type d'aide qui peuvent être perçues, aide CD, tremplin, aide au poste, aide mise à disposition. Vous voyez si l'entreprise adaptée a une cagnotte disponible. Cette entreprise adaptée a une cagnotte disponible en CDD tremplin de 118 000 €. Elle n'a pas de cagnotte disponible en aide au poste socle et elle a 4 900 € de cagnotte disponible en mise à disposition. Et vous vous apercevez également, si vous êtes en situation écrêtée, donc si vous êtes en dépassement d'enveloppe, vous voyez le montant pour lequel vous êtes en dépassement d'enveloppe. Sur cette entreprise adaptée, elle n'a pas de cagnotte disponible sur l'aide au poste socle. Par contre, elle se retrouve dans une situation
où elle a dépassé son avenant financier à hauteur de 41 635 €. Donc, cette partie-là, c'est sur la partie qui s'appelle liste des opérations. Vous avez la liste de tous les paiements que vous avez pu avoir. Et juste à côté, donc vous avez un deuxième onglet qui vous permet d'avoir un accès à la cagnotte. Et donc là, c'était le premier. Non, vous voyez aussi l'historique de la cagnotte. Vous avez la possibilité de voir quand vous l'avez utilisée, si elle s'est alimentée, quand vous l'avez utilisée ou pas. Donc là, on s'aperçoit que, par exemple, sur cette entreprise adaptée-là, elle a eu des crédits de cagnotte au mois de janvier de 112 € qu'elle n'a pas utilisés. Elle a continué à créditer sa cagnotte jusqu'au mois de septembre. Au final, elle est arrivée à un montant de cagnotte maximale de 910 €. Et elle a tout utilisé à partir du mois de septembre. Et à partir du mois de septembre, on s'aperçoit que la cagnotte qu'elle avait était insuffisante pour couvrir ses besoins. Donc, elle se retrouve à partir du mois de septembre en dépassement de son enveloppe financière. Donc, vous avez la possibilité de voir le détail, de votre situation dans cette partie historique de la cagnotte. Il y avait une petite remarque. Les montants mentionnés sur l'avis de paiement de l'ASP est différent de l'information mentionnée sur le suivi financier de E2. Alors, Marion m'a devancé puisqu'elle a répondu que les montants mentionnés correspondent à la déclaration avant les régulations. Ok, les montants qui sont sur la déclaration mensuelle qui est effectuée tous les mois sont des montants qui sont donnés à titre indicatif, en effet. Ils ne sont pas à prendre comme un montant qui va être systématiquement payé. Derrière vient s'appliquer tout l'exercice de vérification des taux plafonds, des écrêtements. Donc, au moment où vous déclarez, vous avez potentiellement le montant maximum que vous pouvez percevoir si vous n'êtes pas en dépassement d'enveloppe, si vous n'êtes pas impacté par le plafonnement de financement et s'il n'y a pas de problème d'écrêtement européen, donc au regard de la rémunération du collaborateur. Derrière, vous retrouvez aussi la synthèse des exercices d'ajustement écrêtement. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle synthèse, où vous retrouvez derrière globalement tout ce que vous avez déclaré. Donc, sur cette période-là, donc à chaque fois, c'est décomposé en aide au poste, ce qu'on appelle l'aide au poste socle, l'aide au poste classique, donc par tranche d'âge et par versement de l'aide minorée pour les personnes qui font du maintien de salaire. Vous avez l'aide mise à disposition et vous avez l'aide CD tremplin et CD tremplin aide minorée aussi qui apparaît. Donc, vous voyez sur la première partie tout ce que vous avez déclaré, les montants qui ont été déclarés. Donc, vous l'avez en détail par tranche d'âge, notamment sur l'aide au poste socle. Et ça vous le traduit derrière en équivalent temps plein déclaré. Alors, l'équivalent temps plein déclaré, il ne faut pas oublier qu'ils le cumulent, ils le font à chaque fois, ils cumulent par mois. Il faut le ramener au nombre de mois concernés. Ce n'est pas 680 aides-au-poste sur l'entreprise adaptée, c'est 680 aides-au-poste. Là, si je ne me trompe pas, je suis sur des données à 4 mois que divise 4 en fait. Vous avez derrière ce que l'exercice d'ajustement a réalisé. Donc, où vous retrouvez le plafond qui est accordé. Donc, globalement, l'avenant financier de cette entreprise adaptée-là est à 614 000 €. Le montant qui lui a été payé, il a été payé sur 614 000 € sur cette période-là, donc il a été payé de son plafond, et il a été écrété de 6 123 €. Donc on est dans une situation d'une entreprise adaptée qui a consommé, qui a fait des déclarations au-delà de son enveloppe financière, donc il se trouve dans une situation d'écrêtement. Mais il a pu bénéficier d'un ajustement automatique, on le voit, donc qui lui est revenu au crédit sur la partie aide CDD tremplin
où globalement, il avait dû être dans des situations de surconsommation anticipée de son enveloppe, parce qu'il est largement en dessous du plafond qui lui est accordé. Mais sur la période, il n'avait perçu que 189 000 euros, alors qu'il avait déclaré 190 000 euros au total. Donc, il a eu un crédit complémentaire. Et enfin, vous avez la visibilité de l'écrêtement plafond sur effectif qui apparaît, où là, on voit que le ratio de TH éligible sur l'effectif global de l'entreprise est à 43%, pour un taux qui s'applique cette année à 80%. Donc, la structure ne subit aucun écrêtement. Il y avait deux petites questions. Les heures supplémentaires doivent-elles être intégrées et où sont-elles payées dans le A? Et puis, deux personnes qui avaient des difficultés à trouver la synthèse. Avant que tu répondes, je vais aussi vous mettre le lien qui vous donnera les coordonnées de vos chargés de mission territoriale. Et puis, je fais le petit passage pub. On a également une formation sur le nouveau cadre, sur le cadre de l'entreprise adaptée, le 28 novembre, pour lequel il reste quelques places, et dans lequel on approfondit évidemment beaucoup plus le sujet que là, en une petite heure de temps. Donc voilà, je vous envoie, en tout cas, je vous mets dans la conversation le lien vers les coordonnées de vos chargés de mission. Donc je te laisse, Sébastien, sur l'onglet synthèse et la question des heures sup. Pour accéder à l'onglet synthèse, quand vous êtes sur la liste globale de tous vos paiements, vous avez notamment au moment où l'exercice d'ajustement écrêtement apparaît, vous avez paiement multiple qui apparaît. Et quand vous êtes sur la zone paiement multiple et que vous descendez, vous avez une ligne qui apparaît et qui s'appelle exercice d'ajustement écrêtement. Et là, à droite de cette ligne ajustement écrêtement, vous avez la possibilité, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder à une fonctionnalité qui s'appelle Consulter. Vous allez sur Consulter et vous avez accès à cette partie-là et à ces données. Dans la présentation que je vous descendrai, je vous mettrai un visuel pour ceux qui n'ont pas... Je n'ai pas mis ce visuel-là. Je vous mettrai le visuel pour bien expliquer où ça se trouve. Et sur les heures supplémentaires n'ouvrent pas le droit à l'aide au poste, mais par contre, c'est un élément de rémunération. Donc, les heures supplémentaires entrent bien en compte dans la rémunération mensuelle que vous intégrez dans l'outil. Par contre, vous ne bénéficierez pas, les aides au poste sont plafonnées et sont calculées sur un montant de 151,67 € ou par rapport à la durée légale que vous avez au sein de votre entreprise. Donc, vous n'aurez pas d'aide au poste, mais par contre, c'est un élément de rémunération. A contrario, les heures complémentaires ouvrent le droit pour les salariés à temps partiel, donc dans la limite de 10%, qui sont les limites fixées par le Code du travail, ouvrent droit à un paiement d'aide au poste. Alors, on est dans la limite de 10%. Je sais qu'on a des conventions collectives qui vont au-delà de 10% au niveau des heures complémentaires autorisées. Par contre, la position qui avait été prise par l'administration et le gouvernement à l'époque, c'était de se dire on est obligé de rester sur le cadre général et on ne peut pas distinguer convention par convention. Donc derrière, vous avez une synthèse et vous voyez à côté, vous avez détail par mois ou mensuellement. Vous revoyez par rapport à vos déclarations mensuelles, vous revoyez tous les montants qui sont liés aux ajustements, qui sont liés à l'écrêtement plafond et qui sont liés à l'écrêtement européen. Donc, on s'aperçoit là, globalement, que la structure a bénéficié d'ajustements sur les 4 premiers mois de l'année pour un montant global de 1 247 sur les aides, sur la totalité des aides, que ce soit tremplin, MAD ou aide au poste classique. Elle n'a pas d'écrêtement plafond, puisqu'on a vu que son taux était inférieur aux 80% de cette année, et elle a de l'écrêtement européen qui s'applique sur
la totalité de ces aides, que ce soit tremplin ou que ce soit aide au poste classique. Quand vous êtes sur ces accès-là dans EA2, vous avez toujours la possibilité d'exporter vos données. Vous avez toujours la possibilité de les exporter en format Excel, que ce soit cette vision-là ou que ce soit la vision synthèse que l'on voyait tout à l'heure. Donc, ça vous permet de pouvoir récupérer vos données et de pouvoir faire du contrôle. Quand Benoît parlait de contrôle tout à l'heure, ça peut vous permettre de faire du contrôle. Derrière, vous pouvez exporter la synthèse des exercices d'ajustement et d'écrêtement. Donc là, c'est l'export Excel justement que je vous montre et vous retrouvez pour l'exercice donné le montant des déclarations que vous avez effectuées avec les montants déclarés des aides au poste, le montant déclaré, le détail des déclarés ici par tranche d'âge, notamment pour la partie socle, qui vous est transformé en ETP derrière. Donc vous retrouvez sur la période les ETP, que ce soit sur la partie socle, que ce soit sur l'aide mise à disposition ou que ce soit sur la partie CD tremplin. Vous retrouvez à chaque fois le plafond de votre avenant financier qui apparaît, le montant qui a été payé à l'entreprise adaptée, le montant de l'écrêtement qu'elle a subi sur la période. Donc, vous avez ces informations-là accessibles. Vous avez le taux de personnes du plafond de financement qui apparaît, le calcul du taux de financement dans cette structure qui est à 43%. Vous avez le montant derrière des écrêtements européens, classe par classe. Quoi. Donc, le nombre d'ETP en ETP et en montant financier. Donc, ce qui vous donne au total les montants d'ajustement et d'écrêtement qui apparaissent. Donc ça, vous avez la possibilité de l'extraire de l'outil et de l'avoir en version Excel pour faire d'éventuels contrôles. Derrière, vous pouvez aussi avoir un détail des informations sur l'écrêtement plafond. Tout à l'heure, on disait que dans l'écrêtement plafond, vous aviez la possibilité d'accéder à l'information. Donc, c'est toujours, quand vous êtes dans l'outil AEA2, c'est toujours l'espèce d'œil, la loupe, qui vous permet d'accéder à cette information. Donc là, ce qui est surligné en vert à droite vous donne accès à des informations plus détaillées. Donc, quand vous êtes là-dessus, l'information détaillée que vous avez, vous la retrouvez sous cette forme-là, où vous avez les montants déclarés, les ETP déclarés, les ETP contrats de travail. Pour l'instant, on ne les avait pas encore vus, cette notion-là, dans les affichages précédents. Et c'est seulement à ce moment-là que vous voyez les ETP contrats de travail. Donc, entre ce qui est déclaré et ETP contrats de travail, ce que vous avez en plus qui n'apparaissait pas jusqu'à maintenant, c'est autre. Globalement, c'est tous les salariés que vous avez enregistrés qui ne perçoivent pas l'aide au poste, tous les salariés qui ne sont pas en situation de handicap ou ceux qui sont inscrits déclarés dans VA2 et qui ne bénéficient pas d'une aide au poste. Donc, vous pouvez, de ce fait-là, avoir les données concernant les autres salariés. Et à partir de là, derrière, vous retrouvez les informations par rapport à votre plafonnement. On voit ici que globalement, l'entreprise adaptée a perçu 99% de ce qu'elle a déclaré en termes de montant financier. On a vu tout à l'heure qu'elle avait un écrêtement de 6 000 €, et les 6 000 € représentent 1% de son enveloppe financière. Donc, vous avez des informations supplémentaires qui n'apparaissaient pas dans les parties précédentes. Donc, c'est quand vous êtes sur la ligne écrêtement plafond sur effectif, où vous avez accès à cet œil, à cette loupe, que vous allez pouvoir accéder à ces informations-là. Et de la même façon, c'est exportable sous format Excel et vous pouvez récupérer les informations. Sur le détail de l'écrêtement européen, donc vous avez toujours la visibilité et la ligne écrêtement européen. Vous avez toujours cette loupe-là qui vous permet d'accéder à plus de détails. Et donc, ce détail, alors je vous l'ai mis en version Excel parce qu'en version imprime écran, c'était illisible. Ou globalement, alors j'ai caché bien sûr les noms des salariés, où vous avez l'intégralité des salariés qui apparaissent. Donc là, je les ai mis sur 2 classes d'âge.
vous avez l'aide théorique que le salarié aurait pu percevoir, le salaire qu'il a eu sur la période et potentiellement le montant théorique d'écrêtement. Et donc, vous avez derrière, ce que je vous disais tout à l'heure, un classement qui est effectué par l'outil avec les écrêtements les plus forts qui apparaissent sur les premières lignes pour que ce ne soient pas ces personnes-là qui soient écrêtées. Donc, vous retrouvez ces informations-là, vous retrouvez des ETP, le calcul des ETP déclarés. Alors, il y a une donnée que pour l'instant, je n'ai pas réussi à avoir en termes de modalité de calcul, ce qui s'appelle ETP AM réduit. Pour l'instant, ils ne m'ont pas donné la formule de calcul pour atteindre ces éléments-là. Donc, c'est quelque chose qui est en cours au niveau de l'ASP. Mais en tout cas, vous voyez ce qui est retenu en termes de TP, et vous voyez à la fin, sur la dernière colonne, les salariés qui sont impactés par un écrêtement européen. Donc cette information-là est accessible à chaque fois quand vous allez dans le détail. Il faut toujours aller là-dessus, il faut passer étape par étape, et vous pouvez toujours exporter également l'intégralité de vos données. Sur la présentation globale des outils et de l'endroit où vous pouvez retrouver les informations, j'en ai fini. Je ne sais pas si tu as des questions en cours, Benoît. A priori, alors il y avait une question sur, je l'ai perdu, sur les DM seront-ils déclarés par le biais de la DSN comme cela est prévu pour la GRTH des ESAT? Alors, le couplage DSN est complexe pour les entreprises adaptées. Il ne sera pas fait en 2023. Pour moi, c'est pratiquement sûr. Mais l'objectif est en effet de coupler l'outil à la DSN. Alors, pendant qu'on fait les dernières questions-réponses, je viens de vous envoyer un petit sondage en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu à tout? Ah si, comment vérifier le calcul des rangs? Le calcul des rangs, vous avez le montant théorique d'écrêtement. Donc, la personne qui est potentiellement la plus écrêtée, donc qui a la valeur la plus grande ici, c'est celle qui va apparaître en premier. Les modalités, on n'a pas les modalités aujourd'hui de vérification. Hein. Ça, c'est l'outil qui le fait. C'est l'algorithme de l'outil qui le fait. Alors, le webinaire sera mis en ligne. On nous demande où. Ainsi que le PowerPoint, bien évidemment. Et puis, l'autre question, où est-ce qu'on trouve les salariés écrêtés? Et il y avait une question également sur les aides au poste minoré. Je fais une petite parenthèse, je vous ai mis une petite diapo, grande enquête des besoins de formation, c'est un petit rappel. On a une enquête qui est en cours. N'hésitez pas, il y a encore quelques jours pour y répondre. On a besoin de vos retours, je vous en remercie. Donc, comment dire, le lieu du webinaire, le lieu d'enregistrement, les salariés écrêtés. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? La dernière question sur les aides au poste minorées. Alors, alors l'enregistrement sera posté sur notre page YouTube. Hein. On aura juste un montage à faire puisque l'enregistrement a démarré sur toute la phase préparatoire. Donc, il sera disponible, à mon avis, en début de semaine prochaine. Donc, sur la chaîne YouTube, on vous partagera le lien. Derrière, sur l'écrêtement, où se trouvent les personnes sur un écrêtement européen, on le voit ici. Vous voyez sur ce tableau, la dernière colonne, montant de l'écrêtement européen. Donc, ici, sur cette catégorie de personnes, on a 4 salariés impactés par l'écrêtement européen. Et vous avez en plus le montant de l'écrêtement européen qui s'applique à ce salarié.
Donc, ce que l'on constate régulièrement, c'est que l'écrêtement européen, on a un écrêtement européen qui est très souvent occasionné par un paiement de l'aide minorée. Parce que avec les décalages de paiement des IJSS, pour ceux qui ne font pas la subrogation, vous avez les paiements des IJSS qui arrivent plus tard. Donc, le mois où vous constatez l'absence du salarié, où vous maintenez du salaire, vous n'avez pas de temps de travail effectif. Vous avez des salaires et vous avez des salaires qui sont générateurs d'un écrêtement, puisque l'aide qui est versée est une aide qui est de 30% du SMIC, quoi qu'il arrive. Donc, le constat que l'on fait, au final, c'est que sur les situations d'absence maladie, le paiement de l'aide au poste minoré génère un gros phénomène d'écrêtement européen qui peut se régulariser dans le temps. Quand vous allez toucher les IJSS, vous allez redéclarer ces éléments-là qui vont venir compenser. Par contre, ça peut, comme il y a du retard sur un exercice civil, on peut être pénalisé d'une situation d'absentéisme pour un salarié. Donc ça a déjà été signalé à la DGOFP. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution de se dire comment on peut réaffecter les éléments, hormis revenir sur le mois auquel les IJSS seraient concernés au moment où vous les percevez, mais ça fait des déclarations très compliquées à réaliser. Alors, il y avait une demande qui était est-ce qu'on peut envisager une moulinette de calcul pour permettre de se projeter en fonction de nos actions un peu à l'identique de ce qu'on a pour le OTH. Une moulinette de calcul, un système de calcul. Oui. Il y a plusieurs paramètres. On avait essayé de commencer des moulinettes de calcul, mais le fait d'avoir des aides au poste différenciées avec l'âge de la personne, ça complexifie, au final, ça complexifie énormément la démarche. Parce qu'au moment du changement d'âge en cours d'année, c'est pas aussi simple que ça. Globalement, les éléments, moi j'ai contrôlé avec les données qui ressortaient à différents endroits, on s'y retrouve. Mais c'est compliqué de faire tourner une moulinette pour vérifier tous ces éléments-là. A priori, c'est tout pour les questions. Il nous reste à te remercier évidemment Sébastien, ainsi que les chargés de mission qui ont apporté des réponses tout au long de ce Zoom. Merci pour votre participation aux uns et aux autres. On vous donne rendez-vous quasiment dans un mois, le 9 décembre, pour un Zoom qui sera consacré à vos déclarations au ETH. On l'avait fait en janvier l'année dernière, là on le fait en décembre pour justement vous aider un petit peu plus à anticiper ces questions. Donc merci à toutes et tous, et puis nous vous souhaitons un très très bon week-end. Merci à tous, bon week-end.